Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'amuser avec un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Donc, VirtualBox est disponible pour téléchargement ici. virtualbox.org. Donc, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. On peut donc le télécharger pour Linux, Windows et puis Mac. Donc, aujourd'hui, je suis sur mon Mac et comme vous pouvez le voir, j'ai trop de tabs ouverts. Mais bon. Donc, une fois que le logiciel est téléchargé, en fait, on a cette interface-là, sans les quatre onglets ici. Et en fait, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de créer des machines virtuelles, ce qui fait que c'est un petit peu comme si on avait un ordinateur qui roulait à l'intérieur de notre ordinateur. Et quand je dis un ordinateur, une machine virtuelle, c'est vraiment tout. Par exemple, si on clique sur New pour créer une nouvelle machine virtuelle, on va dire dans ce cas-là que ça va être Fedora 29 serveur. C'est un Linux. Ça va être Fedora 64 bits. Donc on continue. Ensuite, maintenant, on va dire combien de mémoire de notre ordinateur, ce qu'on appelle le host, va être alloué pour cette machine virtuelle. Donc ici, par défaut, c'est 1024, enfin 1 gig. Donc on va mettre 2048, 2 gigs. Ça devrait être suffisant. Alors bien sûr, 2 gigs pour la version serveur de Fedora, ça va. Si jamais vous voulez utiliser une machine Linux, par exemple, ou même vous pouvez installer Windows dans une machine virtuelle, si vous voulez avoir accès à toute l'interface graphique, il va falloir plus que 2 gigs. Généralement, 4 gigs, ça marche. Donc, on y va pour 2 gigs. Maintenant, le disque dur. Donc, il va falloir maintenant qu'on dise à VirtualBox quelle va être la taille du disque dur virtuel qu'on va allouer à la machine, notre espèce de faux ordinateur. Donc, on lui dit de créer un disque dur virtuel maintenant de type VirtualBox. Alors là, c'est important. On va lui dire qu'il va être alloué dynamiquement. C'est-à-dire qu'au début, ça va être une espèce de faux disque dur. C'est un gros fichier, en fait, qui va être de taille fixe. Mais plus on va écrire dedans, plus il va grossir sur notre vrai disque dur jusqu'à la taille maximum allouée. Donc là, on lui dit alloué dynamiquement. Sinon, on peut allouer une taille fixe tout de suite. C'est juste que ça va être un fichier gros et puis dedans, il y aura plein de zéros parce qu'on n'aura rien dessus. Donc on le fait dynamique. Et on va lui dire à peu près, allez, 40 gigs. On n'a pas vraiment besoin de plus pour s'amuser. On le crée. Et voilà. Donc maintenant, on a notre machine Fedora 29 serveur qui est off parce qu'on ne l'a pas encore allumé. Donc ici, on a plein de choses. Donc, dans le général, c'est le nom avec le système d'exploitation. Ensuite, au niveau du système, quand on clique dessus, on a plein d'informations. Donc la mémoire de base qu'on a allouée, l'ordre dans lequel les devices attachés à la machine virtuelle vont être bootés. Donc leur floppy, on n'en a vraiment plus besoin là. Et on va lui dire de commencer en fait par le optical, en fait c'est le DVD, le faux lecteur de DVD. Là c'est tout. Au niveau du processeur, on va lui allouer 2 processeurs. En fait, c'est encore une fois des processeurs virtuels. Et l'accélération, tout est par défaut. Au niveau du display, on ne change rien. Au niveau du stockage, par contre, là, on a notre premier contrôleur IDE, c'est pour le lecteur de DVD, qui est vide. Donc, on va lui dire ici d'utiliser le serveur Fedora numéro 29. Donc ça, c'est une image ISO. Et les images ISO, on les a ici. Get Fedora.
Et voilà. En français en plus. Et télécharger maintenant. Et ça va télécharger ce qu'on appelle une image ISO. Et c'est vraiment image, c'est vraiment le terme qui est le plus approprié. C'est une image de tout ce qu'il faut pour installer sur le disque dur. En fait, quand on monte, c'est le terme qu'on utilise en informatique, quand on monte l'image, on a accès à comme un autre disque, en fait, un disque dur. Ensuite, il n'y a pas que Fedora, il y a aussi CentOS, qui est finalement la version gratuite, entre guillemets, de Red Hat. Donc, pareil, même idée, get CentOS, image ISO DVD, il y a juste à cliquer dessus. Et ça, c'est tous les miroirs pour télécharger. Donc là, on a les miroirs proches de nous. Ça doit être au Canada. Tiens, Université de Waterloo. Et la version, c'est 7.6.1810. Donc on peut télécharger si on veut. Hop. Et c'est assez rapide. Après, on a quoi d'autre? En fait, c'est pas compliqué. Si on cherche Linux Distributions, on va tomber hop, sur la page Wikipédia. Et normalement, voilà. Widely used distributions. Alors, il y a Debian. Et son équivalent un peu plus user-friendly qui est Ubuntu. Fedora, bien sûr. Red Hat, celui-là, par contre, c'est un Linux qui est supporté commercialement. Oracle Linux, c'est un dérivé de Red Hat. Scientific Linux, ça, si je me souviens bien, c'est plus vraiment disponible. En fait, Scientific Linux, maintenant, je pense que, si mes souvenirs sont bons, c'est un projet de CentOS. Mandriva, ça, c'est un peu vieux. Et puis après, il y a plein de distributions mineures, à part peut-être SUSE et OpenSUSE, très populaires en Europe. Donc voilà pour les distributions Linux. Hop. Donc le deuxième contrôleur, c'est un contrôleur SATA. C'est un type de contrôleur, c'est pour le disque dur. Encore une fois, c'est un faux disque dur. Audio, on s'en moque un petit peu. Réseau. Alors, il y a différents adaptateurs. C'est un peu comme les prises réseau qu'il y a sur un serveur dans lesquels on branche des câbles, en fait. Et là, on a à notre disposition quatre adaptateurs. Donc, le premier, il est toujours connecté en ce qu'on appelle la NAT, Network Address Translation. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à Internet. Donc, les données vont passer de l'interface virtuelle de notre serveur à une espèce de switch virtuel à l'intérieur dans mon cas, de mon Mac, qui va se connecter à la vraie interface de mon Mac qui est connectée sur Internet, et tout ça, ça va passer à travers. Après, maintenant, ce qu'on veut, c'est on veut un deuxième adaptateur. Donc, on l'active ici et on va l'attacher à ce qu'on appelle Host Only Adapter. Et là, on en a défini un qui s'appelle VBoxNet 0 et on va voir tout de suite après comment définir un deuxième. Donc ça, c'est fait. Les ports, rien. Les répertoires partagés, pas pour l'instant. Et l'interface utilisateur, on s'en moque un petit peu. Donc réseau, on a deux adapteurs réseau qui sont définis. Hop. Et en fait, on peut retomber sur tout ça à partir d'ici. Voilà, on voit bien. C'est ça qui est important. Pour les réseaux, les faux réseaux, qu'on appelle, on clique dans Global Tools, Host Network Manager. Et ici, on voit qu'on a notre premier réseau interne qui s'appelle VBoxNet 0, VirtualBox Network 0, qui est défini. On peut en créer un autre. Alors, juste un petit peu d'information ici. Là, je lui ai dit de configurer l'adaptateur manuellement, c'est-à-dire que c'est comme si on avait une switch, en fait.
et son adresse IP va être 10.1.1.1. Le masque réseau, c'est 255.255.255.0, ce qui fait que comme adresse disponible, on va avoir entre 10.1.1.2, parce que celle-là est prise déjà, jusqu'à 10.1.1.254. Le 255, on n'utilise pas. Donc ça fait suffisamment d'adresses IP pour nous amuser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a quelque chose qui est visible sur le réseau, c'est-à-dire une interface, que ce soit Wi-Fi ou que ce soit vraiment connecté avec un câble, bah, il faut que cette interface-là, elle ait une adresse IP de manière à ce qu'on soit capable de se connecter dessus et qu'elle soit capable d'échanger les informations. DHCP Server, en fait, ça c'est, j'ai désactivé. C'est un serveur qui va attribuer automatiquement des adresses IP aux machines qui se connectent sur ce réseau-là et qui en font la requête. Donc on verra ça pas mal plus tard, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc toujours est-il que c'est ça, notre adresse IP dans notre cas c'est 10.1.1.1. Et si on veut en créer un autre, ben, c'est pas compliqué. On a maintenant vboxnet 1. Alors par défaut, il donne une adresse 192.168.57, c'est un réseau privé. Donc réseau privé, ça veut dire que les adresses IP qui sont sur ce réseau-là, en fait, elles font pas partie d'Internet. C'est un réseau qu'on appelle non routable, privé, complètement privé, ce qui fait qu'il y a plein d'organisations sur toute la planète qui peuvent avoir la même adresse IP 192.168.57.22 par exemple. Donc il y en a plein. Par contre, des vraies adresses IP qui sont disponibles sur Internet, et en fait on peut voir ça ici. Si je fais if config, donc là je vais voir d'ailleurs, ça c'est ma commande, c'est sur mon Mac, je vois mon Vboxnet réseau qui est ici, et je vois ici une interface avec une adresse IP privée. Et où est mon interface? Donc normalement, j'ai mon interface pour le Wi-Fi qui est quelque part. À part celle-là, je ne vois pas laquelle ça peut être. Il va falloir que je me remette un petit peu à faire de l'admin Mac. De toute manière, on va changer ça, on va lui dire 10. Comment ça, il va pas? Ok, ça commence bien. Mon clavier ne marche pas. Et je ne peux rien modifier. Bon, au moins ça je peux le modifier. Ok. On va essayer de le fermer et de le rouvrir. On rouvre VirtualBox. Ok, ça c'est pas un problème. Voilà, maintenant ça marche. Il suffisait juste de le fermer et de l'ouvrir à nouveau. 10.1.2.1 cette fois-ci. On ne change pas le masque réseau. Le serveur DHCP est toujours désactivé. Parfait, on applique. Et bien sûr, il n'a pas voulu faire ce que je voulais. 10.1.2.1. On applique. Et voilà. Donc on revient ici. On est prêt à démarrer. On clique 2 fois là et ça démarre. Donc là, c'est vraiment comme si jamais on était en face d'un ordinateur, d'un vrai ordinateur. En fait, ça, ce qui est bien, c'est que il y a la capture automatique de la souris, ce qui fait que dès que je vais devant la machine virtuelle, ma souris, je clique dedans et puis c'est comme si jamais j'étais sur la console.
Donc ça, c'est l'installation de base de Fedora. La version serveur. On verra après la version non serveur. Ce qu'on peut regarder, c'est OK, j'utilise la mémoire, mais j'en ai encore suffisamment. Donc, Fedora 29, quel langage pendant l'installation? On va faire anglais. Hop, continue. Alors là, il détecte plein de choses. Le clavier anglais US. OK, ça par contre, on va changer. On va chercher Toronto. Et voilà. Ah, on va le laisser on. Done. Ensuite, au niveau du logiciel, c'est détecté. On n'a rien à faire. La sélection logicielle, en fait, c'est déjà l'édition serveur. Alors, on peut quand même un petit peu moduler ça. Est-ce qu'on pourrait installer pas grand-chose de plus. Ah, tiens. Ah non, les éditeurs, non, on va pas. Non, on va dire que c'est bon. Ensuite, network et host. Donc les noms bizarres. Si vous regardez sur Internet, en fait, la vieille, enfin l'ancienne manière de numéroter les interfaces, c'était ETH quelque chose, donc ETH0, ETH1, ETH2. C'était dans l'ordre de détection les interfaces réseau. Maintenant, la nomenclature, on va dire, ça a changé, ce qui fait que la première interface s'appelle ici ENP0S3, et on a une deuxième interface. Donc, si vous vous souvenez, celle-là, c'est NAT, et celle-ci, c'est réseau local. Donc, on peut même la configurer tout de suite, en fait. On va lui dire général, setting IPv4. Donc non, pas DHCP justement, manuel. Alors, on va lui dire 10.1.1. Allez, .20. Netmask de 5.5.2.5.2.5.5.0. Gateway, c'est pas vraiment nécessaire, mais on peut lui dire 10.1.1.1. Et voilà. Then a server, on s'en moque. On s'en moque un petit peu parce que de toute manière, tout ce qui est DNS, Domain Name Server, c'est tout ce qui est la résolution des noms. Donc sur Internet, on est obligé de faire le mapping dans les deux sens de nom à adresse IP. Donc par exemple, je ne sais pas, google.com, il a une adresse IP spécifique. Et bien, en fait, on peut même le faire ici. Ping yahoo.fr. Donc ça, c'est une adresse IP qui existe. Donc c'est celle-là. Host. Hop, et voilà. Donc ça pointe vers aviat.yahoo.com. Et c'est ça qu'on appelle le mapping dans les deux sens. Et en plus, il peut y avoir plein de choses comme ce qu'on appelle des alias, ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs noms associés à une même adresse IP. Mais ça, on verra ça vraiment plus tard. Donc, on est bon. Pour la première, en fait, on n'a absolument rien à faire. On configure tout en automatique. Pof, là, c'est automatique DHCP. En fait, ça veut dire que l'interface va faire une requête sur son réseau. Il va dire, oh là là, je suis là, je viens d'arriver, est-ce que quelqu'un a quelque chose pour moi? Et le serveur, en fait, dans ce cas-là, c'est pas le serveur, c'est une espèce de bout de logiciel à l'intérieur de mon Mac va lui dire, oh, tu es une machine VirtualBox, en fait, je suis là juste pour toi. Je vais te donner une adresse IP, et en fait, tout le trafic, je vais le faire passer par mon interface à moi, ce qui fait que c'est comme si jamais tu étais connecté directement sur Internet.
Donc on peut annuler. Donc tout ça c'est fait. On est done. Alors, où est-ce qu'on installe? Oui, je vais en mute quand je tousse. Donc, ça c'est le disque dur où on veut installer notre logiciel. Hop. On peut même lui dire de le faire custom. Là, automatique, ça veut dire qu'il va faire toutes les partitions comme il veut. Et alors, juste pour voir ce que ça donnerait, de le faire custom, on peut aussi encrypter toutes les données. Donc custom, normalement on clique done, et là, voilà. Il me dit exactement ce que je veux faire. Il me donne la place disponible et la place totale. Donc maintenant, on lui dit quel est le type de file system qu'on veut utiliser. LVM, c'est pour des volumes logiques. Là, on crée ce qu'on appelle les points de montage. Donc, il y a slash boot, slash home, etc. Donc, slash, c'est là où tout est installé. Et normalement, on a slash boot, en fait, tout ce qu'il y a là. Slash home, ça c'est pour les répertoires des usagers. Slash var, c'est là où est-ce qu'on met les choses qui sont variables. Et slash boot, c'est tous les fichiers qui vont être utilisés pendant le boot. Après, il y a plein d'autres choses avec des conventions un petit peu partout comme slash USR, slash local, user local, les applications locales, etc. Donc, en fait, on va tout annuler. Oups, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, est-ce que c'est un bug? On dirait que oui. C'est pas un problème, on peut recommencer à partir de 0. C'est ça qui est bien avec... hop, on va recommencer à partir de 0. Power off. Et voilà. Donc ce qui est bien avec les machines virtuelles, il ne faut pas hésiter à... On dégage tout et on recommence. C'est beaucoup plus rapide régulièrement que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Plutôt, non, pas d'essayer de comprendre, d'essayer de régler ce qui se passe. Donc, installe encore. OK. En fait, en même temps, on peut aller regarder download. OK, CentOS est arrivé. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut même s'amuser avec plusieurs ordinateurs. CentOS, c'est quelle version? Non, attends. CentOS 7, OK. CentOS 7, Linux. En fait, je pense pas qu'il a CentOS, juste Red Hat. OK, continue. « 2048. OK. Hop. On repasse à l'autre. Alors là, on va s'amuser, on va se faire plaisir. On va se faire 2 installs en parallèle. Donc hop, lui, on crée, hop, donc ça, on avait dit automatique. Ouais, automatique, done. Network. Donc lui, on va lui créer tout de suite une adresse IP. On avait dit 10.1.1.10. 255, 255, 255, 0. Et allez. On enregistre. Done. Donc on n'avait pas... Ah si. Toronto. Hop. Done. Et on commence l'install. Ah, autre password. OK.
Done. Ah, ok, c'est un très mauvais mot de passe. Donc, il faut confirmer qu'on veut un super mauvais mot de passe. Donc, je me crée mon utilisateur. En fait, c'est marrant parce que en regardant, ça c'est mon mot de passe de mon nom d'utilisateur depuis plusieurs décennies. Et voilà, donc même une recherche LinkedIn, il y en a un sacré paquet de trucs avec Embosoré. Et voilà, c'est juste, c'est assez marrant l'empreinte qu'on peut laisser sur le web après quelques dizaines d'années. Donc, mot de passe, hop, il n'est pas terrible. On confirme le mot de passe. Alors après, la partie avancée, on peut changer justement le répertoire Home. On peut spécifier ce qu'on appelle un user et un group ID, etc., etc. Mais là, on va faire tout ce qu'il y a de plus facile. Hop, done. Et là, il est en train d'installer. Oh, faut qu'on se dépêche. Allez, l'autre. Ok, allocation dynamique. Syntax 7. On va lui dire pareil. 40 gigs. Oh, come on. Allez. Oups. Allez. Tiens, 39.41. Hop. C'est bon. Système. Donc, on veut toujours pas de floppy. Par contre, ce qu'on veut au niveau du storage. Ah, il n'est pas là encore. Donc, eh bien voilà, Syntax, on l'ajoute. Hop, terminé. OK. Oh, lui, on va s'amuser. Donc, lui, on va s'amuser. On va lui donner. C'est mon système, je pense. Network. Donc, on va activer l'adaptateur 2. On va l'attacher sur un host only. Alors là, on va s'amuser. On va être, VBoxNet 1. Et l'adaptateur 3, on va l'attacher host only et VBoxNet 0. Hop. Et on démarre. Donc, on va avoir deux machines en train de s'installer en même temps. Allons-y. Donc, on ne veut pas tester le média, on veut installer Syntax. Allons-y. Et lui, on va prendre une adresse qui se termine par .20. Donc 10.1.1.20 et 10.1.2.20 avec le même masque de réseau qui est 255.255.255.0. En fait, 255 ça bloque. Et puis 0, ça laisse passer. En fait, ça laisse la latitude à la variable qui est, quand on met les deux l'un au-dessus de l'autre, là, cette variable-là de réseau de changer. Donc, on y va. Syntax. En fait, comme j'ai su... Oh, zut, j'ai oublié de changer le nombre de CPU. Pas grave. OK, anglais. On continue. Là, c'est la full interface graphique, donc on voit que c'est un petit peu plus long avec la souris. Allez. Donc, date, non, on n'est pas à New York. On n'est pas à New York, on est à Toronto. Hop. Et on veut utiliser le protocole NTP pour récupérer l'heure en ligne. OK. You need to set up networking first if you want to use NTP. OK, d'accord. Networking, network and host name. Alors, là, on en voit plus que deux. ENP0, S3, S8 et S9. Donc ENP0, S3, on. Ah, et là, c'est un... Non, c'est bon. ENP0, S8, on va la configurer. Donc ça, c'était mon réseau numéro 2. Donc IPv4. OK. Non, pardon. Oups. OK.
Blablabla, automatique. Comment ça? On va la mettre on. Je veux. Ok, on va sauver ça. Allons-y. Bon, qu'est-ce qu'il a? Il ne me dit pas qu'il est bloqué celui-là. Allez. Comment ça, je n'ai pas pu rien faire? Ok, configure. Bon. Cancel. Ok. Je veux juste. Qu'est-ce qui se passe? Ok, configure encore. Sinon, va encore falloir qu'on redémarre. Celui-là est terminé, on reboot. Ok, on va cliquer sur Done. Oh, ça a l'air d'être... ça ressemble pas mal à un bug. Surtout que je peux même plus le bouger. Ok. Oh, alors ça, c'est pas mal. Ah, les joies des machines virtuelles et des installations. Ah, finalement. Ok, je sais que j'ai pas de... Allons-y. Hostname, tiens, on va l'appeler Medi. Test, non, test.net c'est trop utilisé. Bosnet.org. Quoique bosnet.org, je pense que j'ai le nom de domaine. Oui, effectivement, je l'ai. Ok. Alors, on recommence. Ça là, elle est on. Normalement, c'est tout configuré en automatique. Par contre, comment ça se fait? Ok, il recommence la même... il recommence la même bêtise. Bah alors... cancel. Alors ça, c'est intéressant. Ça ressemble vachement à un bug. Ah, finalement. Il fallait... Ok, bah faut s'amuser avec le clavier. IPv4, tout est en automatique. Ah non, il ne veut pas le faire. Donc, on va se promener avec le clavier. Cancel. Finalement. Donc, lui, on va plus rien faire et on les configurera à la main après. Donc, sélection logicielle, install minimal. Tiens, on peut... serveur d'infrastructure. Non. Pas d'email. Disponibilité, non. Infiniband, non plus. Java. Performance, non plus. Tiens. Développement, c'est toujours bien. Et les outils d'administration, c'est toujours bien. Ok. Allez.
Allons-y. Donc là, il est en train de vérifier les dépendances de logiciel. OK. Lui, monsieur. Oui, on va même power off et on va lui dire: «Monsieur, s'il te plaît, t'essaies plus de booter sur le disque, optique, enfin le DVD qui va commencer l'installation, on boot sur le disque dur. Hop et on le redémarre». OK, tout est fait, tout est fait. Partition automatique, OK. Il faut confirmer qu'on veut bien la partition automatique. Oui. Done. OK. On n'a pas assez d'espace disponible. OK. Ah. Comment ça se fait 30 oh! 39,4 meg, pas gig. Effectivement. OK. Bah là, on va c'est moi qui ai fait une bêtise. Power off. Bon, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, désolé. Stockage, CentOS. Ah oui, effectivement. Ça marche pas. Donc lui, on va allez, on le dégage et on rajoute un disque dur. Hop! Create new disk. OK, OK. 40 gigs. CentOS 7, on le crée. Ah, OK. 7.1 et voilà. OK. On redémarre. Donc lui, monsieur, on se log en route, on rentre le mot de passe. Hop! On est là. Maintenant, si tout est configuré correctement, je devrais être capable pinguer l'interface. Donc on avait dit 10.1.1.10 si je me souviens bien. OK, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? If config. Et comment se fait-il? Donc, on regarde si Vim est installé. Forcément, il n'est pas installé. Donc, la commande pour installer des logiciels, c'est yum install Vim. Donc là, il est en train de chercher. Il a une liste de serveurs sur lesquels aller chercher les logiciels automatiquement. Donc là, il fait son petit tour. Et il va aller chercher le bon, les bons, ce qu'on appelle des packages avec des dépendances. Et c'est ça qui est bien avec les packages. Donc, chaque classe de distribution, on va dire, a son système de packaging pour les logiciels. Alors, Red Hat, c'est ce qu'on appelle des RPM. Et par exemple, Ubuntu et Debian, c'est des packages PKG. L'idée, c'est toujours la même. C'est que ce qu'on veut, c'est installer quelque chose qui est binaire, donc des fichiers qui sont directement exécutables, le programme en fait qu'on veut lancer. Mais ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir des éléments qui sont consistants, où il peut y avoir des dépendances entre les différents packages, que ce soit PKG ou RPM. Et donc, dans le système, il y a une base de données qui contient toutes les dépendances avec tout ce qui est installé, tout ce qui est disponible à l'installation, etc. Et quand on dit, par exemple, yum install, blablabla, il va aller regarder pour voir que c'est bien disponible. Quand il sait que c'est disponible, il sait où aller le chercher, donc il le prend et il va installer la chose qu'on veut.
avec aussi toutes les dépendances qui sont nécessaires. Comme par exemple, il y a plein de logiciels en fait qui ont une dépendance sur des librairies mathématiques, et il faut être sûr que les librairies mathématiques sont installées. Donc si elles ne sont pas déjà là, le software va directement les chercher et les installer. Donc là, il me demande, oh, ça va être 8 MB d'install total. Est-ce que c'est OK? Yes. Allons-y. Lui maintenant, Sainte-Tasse. Allez, on continue. OK, qu'est-ce qu'il me fait maintenant? Fedora. On fait juste continue. Allez. Il a vraiment du mal avec la souris. Non, c'est bon. OK. Là, ce qu'il me dit, c'est que j'ai ma clé PGP, GPG, ici, Fedora 29 avec l'adresse email. Et il me demande si je veux bien la portée utilisée. Oui, parce que tous les packages, les RPM, ils sont signés en fait. Ils ne sont pas encryptés, mais signés. Donc lui, on a tout fait. Ah tiens, ça c'est le club LFT qui s'arrête pour tout le monde qui doit aller prendre le bus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. OK. Destination, langage. OK, on recommence. Toronto. Hop. On fait done. Et on va d'abord, pourtant lui, on va le mettre on. Donc on avait dit quoi? Mehdi. Hop. Apply. OK, donc les autres. On va les laisser pour l'instant, vu comme on a vu à quel point c'était difficile. Software selection. Non, pas install minimal. Serveur d'infrastructure. Avec, on a dit, les outils d'administration. Oups. Oh. Tiens. Non. Outils d'administration. C'est ça qui est pénible quand il y a une vraie interface graphique qui roule dans la machine virtuelle. L'interaction avec la souris de l'ordinateur, c'est toujours assez difficile. Ensuite, voilà, les outils de développement. Et là maintenant, on dit, allez, OK. OK, check les dépendances. OK, donc on a Vim. ETC, sysconfig, network scripts. Et là, on a ENP0S8. Hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? OK, type Ethernet, blablabla. Bla, bla. Ah non, je veux pas. Comment ça se fait qu'il m'a fait ça? Je ne veux pas DHCP. Je veux non. Ensuite, tous les autres trucs. On boot, yes. Device, oui. Adresse IP, oui. Tout est OK. Oups. Ça, c'est la commande pour sauvegarder et quitter. Write and quit. Donc, ENP0S8. If down, c'est interface down. Donc, pof, on la shut down. Et voilà. Et maintenant, aussi simple, if up. Donc, ENP0S8. Et voilà. Maintenant, if config. Et ben voilà, on a la bonne adresse IP. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On réessaye de la pinguer. Cette fois-ci, ça ping. La machine est sur le réseau. Et on essaie de se connecter avec SSH sur 10.1.10. Oups. Et voilà. Ah! Forcément, comme j'utilise toujours 10.1.1.10 comme IP pour mon premier serveur, en fait, bah là, SSH, il se plaint. Parce que la première fois qu'on se connecte sur une machine avec SSH, il y a un échange de clés d'identification. Donc, il sait exactement qui est qui. Et puis là, bah, la clé d'identification, elle a changé parce que c'est
pas le même 10.1.1.10 avec lequel je parlais avant. Et ce que ça peut indiquer, justement, c'est qu'il y a quelqu'un qui essayait de prendre, d'usurper l'identité de mon serveur. Donc, please contact your system administrator, c'est moi. Et là, voilà. Vim, on édite ce fichier-là sur mon ordinateur à moi, l'ordinateur à partir duquel on essaie de se connecter. Et là, on retire la clé, on sauve le fichier, on recommence. Et voilà, et là, dans ce cas-là, il me dit que, ah, bah écoute, 10.1.1.10, je ne sais pas qui c'est. Par contre, sa clé, son identité, c'est ça. Est-ce que tu veux continuer à te connecter? Oui. Et maintenant, ajouter de manière permanente sur la liste des non-hosts, les autres connus. Donc là, on rentre le mot de passe. Hop, et voilà, on est dessus. Et on peut enfin minimiser ça. Donc, et voilà, route d'ailleurs, on peut changer d'identité. SU, switch user. Hop. Et voilà, maintenant je suis un Bosoré. C'est quoi? Où est-ce que je suis? Ah, je suis dans route, donc là j'ai accès à rien. Voilà, permission denied. Alors ça, c'est un très bon exemple. SU, un nom d'usager. On garde nos propres variables d'environnement et on change d'identité. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est SU-Mbosore. C'est-à-dire que là, je vais passer de route à l'usager Mbosore, mais avec les variables d'environnement de Mbosore. Comme par exemple, c'est bien le home directory, c'est /home/Mbosore. Et pour voir ça, c'est echo, la variable d'environnement, donc c'est un dollar, H-O-M-E. Et voilà, home Mbosore. Ok, on retourne à notre à notre CentOS. Donc là, oui, effectivement, on a 40 gigs. Parfait. Done. Voilà, finalement. Donc, le mot de passe route, le même, qui est weak, oui, je sais. Et voilà, paf, paf, paf. Donc, 2 fois, on doit appuyer sur Done, User Creation. Tiens, on va faire la même chose. Hop. Le mot de passe, le même. Hop. Done. Donc là, il est en train d'installer. Et là, on va commencer à s'amuser. Donc, si on se déconnecte, hop, là on est déconnecté. Donc, au lieu de dire je veux me connecter en route, je vais dire je veux me connecter Mbosore. Hop. Ah, c'est ça que je voulais montrer. Qui marche pas. Donc, on a la fameuse console web qui est à cette adresse-là, l'adresse web ici, donc HTTPS pour secure, donc c'est encrypté. Et alors, forcément, ça ne marche pas. Alors là, on va s'offrir du luxe. On va utiliser une nouvelle fenêtre. Hop. Et là, il a été configuré. On retrouve terminal. Donc 10.0.2.15 port 90-90. On copie tout ça. On le met ici. Et là, à moins d'un miracle, mais quand je l'ai fait la dernière fois, ça ne marchait pas du tout. Pour plein de raisons, en fait, que je considère comme des bugs. Donc, il essaye de se connecter, puis franchement, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Là, on peut passer en route, SU-, donc c'est route par défaut. Et là, il faut le mot de passe, par contre. Alors,
Ça liste les processus et la barre là, c'est une pipe. On le pipe dans une autre commande. Et la commande, ça va être grep. C'est un espèce d'extracteur en fait. Ça extrait des schémas de caractères. Voilà, on n'a pas de démon HTTP qui roule. HTTPD, c'est le démon HTTP. Apache. D, forcément, c'est pour démon. Alors, on va voir. Alors, c'est plus service, mais il devrait me dire. Ok. Il peut même pas trouver le service. Donc, la nouvelle commande, c'est system control. System CTL. Donc là, oups, ça va me donner tout. Donc forcément, man, système, CTL. Ok, comment ça marche ce truc? Option, state, non. Oh, c'était quoi au début? Option, commande, unit. Donc système CTL. Et voilà, tiens, d'ailleurs l'autre il m'a fait une erreur. C'est normal, ça marche pas. Enfin, c'est même pas que ça marche pas, c'est que c'est pas installé le serveur web. Donc ça risque pas de marcher. Ok, je veux un exemple. Un exemple, allons-y. Donc ça, la page de manuel peut être parfois assez longue, comme on peut le voir ici, mais normalement il y a tout d'inclus. Des fois c'est un petit peu ésotérique. C'est pour ça que c'est toujours bien de regarder les exemples. Voilà, il y en a un autre ici. Come on, start, stop, reload, restart. Status, ok. Système CTL. Je suis un peu dyslexique. Status HTTPD. Et voilà. Encore une fois, le service, il n'a pas pu le trouver, c'est normal, il n'est pas là. Donc yum install httpd. Hop. Ok, bah c'est pas si pire que ça. Donc là, par contre, on voit bien, pour installer httpd, bah en fait, il a besoin d'installer des dépendances. Donc le système de fichiers httpd, les tools httpd, le module, blablabla, plein de choses. Waouh, même les logos Fedora pour httpd. Et OpenSSL, qui est pour l'encryption. 9 packages, oui, je veux. Donc là, il télécharge. Où est-ce qu'elle en est, mon... Ah, presque fini. Et voilà, c'est complet. Donc maintenant, système CTL status HTTPD. Dead. Normal, on vient juste de l'installer. Donc on va le démarrer déjà. Donc start. Maintenant, on peut re-regarder le statut et cette fois-ci, effectivement, on a bien quelque chose qui a démarré. Alors c'est assez sympa, une petite belle couleur verte ici. Le Apache HTTP Server, donc pof, il nous dit tout, il est actif à running. Il donne même la doc, le PID, ça c'est le numéro de processus. Il donne le numéro de processus du démon, il est démarré et il écoute sur le port 80 qui est le port de défaut de tout ce qui est web. Donc il y a 213 tâches, il utilise 15 MB et on voit qu'il y a plusieurs serveurs démarrés en même temps pour capable de s'occuper du load qui pourrait y avoir. Donc hop, ça c'est terminé. Donc maintenant, on peut essayer de se reconnecter. Reload.
Alors, je me souviens la dernière fois que je l'avais fait, ça marchait toujours pas. Il fallait que j'utilise la deuxième interface, qui est 10, 1, 1, 10. Allez, on essaye. Et là, qu'est-ce qui marque? Ah, firewall. Donc, systemctl firewall, ça va être IP tables status. Ah, encore une fois, systemctl status IP tables. Firewall D. Ah, voilà. Ok, on va pas s'embêter à essayer de le configurer. Stop. Et voilà. On réessaye. Alors, pardon, qu'est-ce qui se passe? Il veut toujours pas se connecter. Ah. HTTP. En fait, pas le 10.02.15, mais plutôt 10. Voilà. Non. Oh, comment? Ok, 10.1.1.10 pour 90-90. Oui, ma connexion n'est pas privée. Advanced. Proceed. Et c'est unsafe, je sais. Et voilà. Donc en fait, la chose que j'ai pas mentionnée, c'est que déjà, quand on se reconnecte sur 10.1.1.10, hop. Donc, on n'a plus vraiment le même message. Maintenant, on a un autre message. Ça, effectivement, je l'ai pas fait, mais je suis capable de me connecter. On peut le faire, hop, et voilà. Donc, ce message-là, ça vient d'où? Ça vient du fichier, en fait, plutôt des fichiers qui sont dans le répertoire qu'on va voir, etc. MOTD. Donc, MOTD, c'est Message of the Day. C'est ce que l'administrateur y met quand l'administrateur change ce qu'il y a dans ce fichier-là, les utilisateurs, quand ils se connectent à distance, c'est le message qu'ils vont avoir. Donc, si on regarde ce qu'il y a dedans, bah, il n'y a rien. On peut le changer. MOTD. Et là, on voit qu'il y a MOTD.D. Ça, c'est un répertoire où il va y avoir tous les autres fichiers. On peut regarder dedans. Et par exemple, il y a Cockpit. Et je pense qu'il doit faire la concaténation de tout ce qu'il y a dans le répertoire. On va d'abord changer. Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça va marcher? Et voilà. Et effectivement, il fait bien la concaténation. Bonjour à tous, blablabla, bla, bla, c'est fait. Donc maintenant, on a une information qui est importante, par exemple. ls-l, ça liste tous les attributs d'un fichier. Donc si on regarde etc motd.d, le fameux, /cockpit,
Donc c'est un lien symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment un fichier, on a une espèce de lien qui pointe à un autre fichier. Donc ça a été créé à un moment donné. On regarde comment, avec le fameux outil RPM. RPM moins, je pense que c'est F, ETC, D, non, pardon, si, .d, / cockpit. Moins QF. Ah, voilà. Q, c'est pour query. On lui demande, F, c'est pour fichier. Donc, en fait, ce qu'on lui dit là, c'est, oh, dis-moi à quel RPM appartient ce fichier-là. OK, c'est le fameux cockpit. RPM-QI, query, information, cockpit. Non, c'est pas ce que je veux. Et en fait, ça doit être cockpit WS, je pense, le nom. Oh, tiens, allons-y. Hop. Il n'est pas installé. Voilà. AWS pour Web Service. Donc là, ça me donne le nom, la version, la release. Release 1, Fedora Core 29, l'architecture, blablabla. Bla, bla, et absolument tout le reste aussi. Et ça me dit ce que ça fait aussi. OK, donc normalement, tout devrait marcher. On va voir tout de suite si c'est bien le cas. Route. Et voilà. Login. Et ça marche. Parfait. Donc ici, on a accès à toutes les informations du système. On voit bien qu'il y a deux cœurs sur ma machine. La quantité de mémoire. Ensuite, on a accès à la fenêtre des logs. Donc, everything, ça va me dire tous les logs, tout ce qui est logué par le système, tout ce qui se passe en fait. Au niveau du stockage, pareil, on a accès à pas mal toute l'information, avec justement les points de montage, etc., les disques, périphériques. Donc NFS, ça veut dire Network File System, c'est un système de fichiers qu'on peut partager à partir d'un serveur. Et tiens, en fait, on verra, on peut même c'est ça. Ça, c'est pour les mount NFS. Et on peut aussi exporter un système de fichiers NFS. On pourra s'amuser avec ça après. Réseau, donc firewall, il est éteint. Hop, on peut l'allumer. Tiens, finalement, voilà, allumé. Et il n'y a aucune règle. Donc en fait, c'est comme si ça ne servait à rien. Les comptes, il y a les deux comptes. On peut en créer un. Test. Ouh, il ne va pas me laisser le faire. Créer. Deuxième fois. Ah non, il veut vraiment pas. Test 1, 2, 3. Oh, come on. Avec un point d'exclamation. Oh, come on. Wow. OK. Service. Donc ça, c'est tous les services possibles et imaginables. Alors, par exemple, le serveur OpenSSH, il est actif et running, forcément. Network Manager, lui, il a un beau failed. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, inactive, dead. C'est pas grave. Bref, toute l'information à propos des services, et comme on peut le voir, il y en a plein. Application, il n'y a pas d'application installée. Ici, ça va peut-être... Voilà. Alors, est-ce qu'il va trouver quelque chose par défaut?
Oui, non. Ok, on peut la noter. Voilà, et lui, on va le rebooter. Hop. Alors, par contre, CentOS, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour booter directement sur le disque dur la deuxième fois. Et voilà. J'ai perdu ma souris. Ah, voilà, j'ai retrouvé ma souris. Donc lui est en train de rebooter. Il n'y a toujours pas d'application disponible. Software update. Donc là, il devrait y en avoir un sacré paquet. En fait, normalement, c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ, c'est yum update. Ah voilà, dans les updates de sécurité, en fait, je vais m'auto-updater. Donc il y a un sacré paquet de choses disponibles. Et là, ça va me déconnecter. Terminal, c'est un terminal. Hop. Oh, où est-ce qu'on est? Ah, on est dans slash root. Hop. Et voilà, la liste des processus. Donc on revient, on lance les updates. Pendant ce temps-là, on va regarder. Et voilà, lui, il a bien le bon nom, Mehdi. Donc route. Hop. Eh bien, toutes les comment dire, interfaces configurées. Alors, 10.02.15. Ok, là il ne va pas vouloir se connecter, c'est normal parce que c'est en NAT. Donc on va configurer à la main les deux autres interfaces. Network scripts. Ok. Vim. IFCFG. ENP0 S8. Boot proto. None. Bla 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 bla. On boot. Yes. Ok. IP address. On avait dit 10.1.2.20 et netmask égale 255.255.255.0. Ok. If down ENP0 S8. If up. Ok. Donc on a dit 10.1.2.20. Ah, magnifique. Yes. Parfait. Donc on passe à la suivante. 6 config network scripts. Donc ça va être IF, IFCFG, ENP0, S9, proxy method, none, boot proto, none, ADDR, on a dit 10.1.1.20 et netmask égale 255.255, 0 et onboot. Yes. Et voilà. ENP0 S9. Hop. Alors.
S8, S9. Alors, là, on s'amuse. medibosnet.org. Donc, SSH 10.1.1.10. Yes. Et on est sur mon bon vieux localhost. Le Fedora. Issue.net. Oh, comment ça se fait qu'il me... Fedora Release. Fedora Release 29. CTRL D pour exit. On ferme la connexion. Et voilà. CentOS à Linux 7.6. Ok. Alors maintenant, tiens, on va se faire un exercice. Alors, on va se prendre... Alors, il faut que je me souvienne maintenant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, on prend 2 terminaux. Comme ça. Oh, d'ailleurs, est-ce qu'il est encore en train d'updater, lui? Oui, il est encore en train d'updater. Alors, on exit. Exit. OK. Donc, ssh-l mbosore 10.1.1.10. Hop. OK. Qu'est-ce qui se passe? 10.1.2.10. Non, point 20, pardon. Point 20. Hop. Donc, on va se générer des clés SSH pour aller se balader sans mot de passe d'un ordinateur à l'autre. Et lui, il veut, OK, déconnecter. Forcément, il nous avait prévenu. On se reconnecte. Et voilà, mise à jour de logiciel.